vous emmène en Suisse, et pourtant ce n'est pas la Suisse. Je vous emmène en Normandie, et ce n'est pas vraiment l'image que l'on se fait de la Normandie. Je vous emmène en fait en Suisse normande. Votre fil conducteur sera une rivière, l'Orne, un torrent à cet endroit. Allez, je vous emmène randonner, mais je vous laisse découvrir l'endroit. Je vous donne rendez-vous là-haut, non pas au bout de la corde, mais sur la falaise, dans les genêts. Voilà ce que l'on appelle le réglisse des bois. Il s'agit en fait d'une fougère, polypode. On l'appelle ainsi parce que sa souche, qui est pratiquement juste sous la surface du sol, était considérée autrefois par les enfants comme un bonbon, en quelque sorte. Ils la prenaient, ils l'arrachaient, et puis ils la décortiquaient. C'est ce que je vais essayer de faire. Voilà. Vous voyez, la couleur est verdâtre. C'est une souche qui comporte quelques écailles. Et puis, en la mastiquant, ça a effectivement un petit peu le goût de réglisse, du bois de réglisse. Bon, c'est pas le réglisse évidemment, parce qu'il ne s'agit pas là de l'arbre. Et c'est très sucré en même temps, ça possède beaucoup de sucre. Et c'était donc souvent mastiqué par les enfants. Mais cette plante sert aussi, encore aujourd'hui, à la fabrication d'un grand nombre de médicaments. Elle est très utile pour combattre les maladies, notamment de foie et de vésicule biliaire. Et autrefois, on l'utilisait pour combattre l'apoplexie. Mais ça, c'était la médecine populaire. Pour peu que l'endroit soit humide, le réglisse des bois est capable de s'installer aussi bien sur le rocher que sur les souches ou que sur les vieux arbres, comme celui-ci. De cet endroit, de ce nid d'aigle, je ne vois pas la mer et pourtant je n'en suis qu'à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Mon regard se heurte aux collines de Normandie. Je suis en Suisse normande, à égale distance de Deauville et du Mont-Saint-Michel. La rivière qui chante, c'est l'Orne. Elle prend quelquefois l'allure d'un torrent et elle continue aujourd'hui encore à éroder le vieux massif hercynien. Il est toujours tentant pour un enfant, mais également pour un adulte, de cueillir un petit bouquet de fleurs sauvages comme ces jacinthes, comme cette aille des ours, mais voilà la plupart du temps comment ça se termine. Nous sommes maintenant environ au tiers de la randonnée. Nous quittons ce vaste paysage, nous quittons les falaises, nous quittons l'Orne pour rentrer dans la forêt. Puis nous traverserons le bocage, les pommiers sont en fleurs, et nous retraverserons l'Orne plus tard en empruntant le petit pont qui se trouve dans mon dos. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que la Normandie est le pays du pommier. Mais vous en rencontrerez aussi dans la campagne, quelquefois dans la forêt. Mais attention parce que ce qui s'y frotte, s'y pique. Le pommier sauvage et le poirier sauvage sont souvent recherchés parce que ce sont d'excellents porte-greffes. Le sous-bois est envahi par le parfum des jacinthes sauvages. Leurs fleurs, bleu vif, penchent toutes du même côté
Et quand on se baisse, on aperçoit leurs délicates corolles en forme d'entonnoir. Elles s'épanouissent au printemps en même temps que la stellaire holostée et profitent toutes les deux à cette époque du maximum de lumière puisque les arbres n'ont pas encore leurs feuilles et que les ronces n'ont pas encore envahi le terrain. En France, en Italie, en Allemagne, on apprécie beaucoup la salade de jeunes pousses de pissenlit. C'est en fait une plante très utilisée par les hommes puisque sa fleur sert à fabriquer une espèce de vin. Son bouton remplace dans la cuisine très avantageusement les câpres. Sa racine, comme la chicorée, sert à fabriquer un ersatz de café. Et c'est en plus une plante mellifère très appréciée des abeilles, autant que la fleur de pommier, car sans l'abeille, nous n'aurions ni pommes ni cidre. C'est le printemps, donc on vient de faire la visite de printemps, et puis la flore est abondante, les pissenlits sont en fleurs, les merisiers, les pommiers, les marronniers. Alors elle se répand dans la campagne, autour du village, autour du rucher. Voilà, c'est ça, elle butine dans un rayon de 2 km à peu près. Et vous en avez combien alors de ruches? Alors on a 350 ruches, réparties dans des ruchers de 15 ruches. Est-ce qu'elles vont jusque dans les genêts là-bas, sur la falaise? Dans les genêts aussi, dans les genêts, dans l'ajon qui commence aussi à fleurir. Et alors tout ça, c'est des plantes mellifères importantes, intéressantes pour l'apiculteur? Comme le pissenlit, c'est très important parce qu'il y a une bonne source de nectar et de pollen, donc ça aide à la colonie à se développer. Ensuite, elle récolte beaucoup de nectar aussi sur l'aubépine, l'érable champêtre qui va pas tarder à fleurir. Alors je suppose que vous nouez de bons rapports avec les gens qui font du cidre, parce que sans les abeilles, pas de pommes. Bien sûr. Hein. Et puis ils sont demandeurs de ruches. On leur apporte des ruches au printemps. Vous mettez carrément les ruches au milieu des pommiers? Dans les pommiers, voilà. Donc il y a un arrangement entre l'agriculteur et l'arboriculteur. Et il est très content d'avoir des ruches. Ça se traduit par du troc? Généralement, c'est l'apiculteur qui paye aussi. Alors est-ce qu'il y a du miel de pommier? Le pommier, c'est un peu plus difficile, mais dans le Pays d'Auge, apparemment, ils arrivent à faire du miel de pommier, qui est mélangé sous pommier 100%, je dirais non, mais qui est mélangé avec des merisiers, pissenlits, aubépines. Donc ça fait un très bon miel fruitier, quoi. Alors dites, vous travaillez les abeilles, si j'ose dire, vous mettez plein de guillemets, mais il y a aussi dans la nature des petits animaux qui s'en chargent. Oui, alors on a aussi des prédateurs. Le premier prédateur, c'est l'homme. Il y a l'ours aussi, mais ici... Si on est tranquille, il n'y a pas d'ours. Non. Le blaireau. Donc ça fait des dégâts occasionnels, mais ça nous arrive de trouver des ruches qui sont renversées, et puis où les plateaux où le grillage est arraché, où le blaireau essaye de voler le miel aux abeilles. Eh bien, je vais vous laisser travailler. Très bien, merci. Vous connaissez cette plante, le gratteron. On la rencontre pratiquement dans le monde entier. Elle est très envahissante. Cela s'explique par le fait qu'elle voyage en passager clandestin. Sa tige quadrangulaire possède des petits poils très durs, rebroussés, qui adhèrent aux vêtements et même à la peau. Son fruit possède un système similaire, ce qui fait que lorsque vous vous promenez, vous jouez au jardinier, vous semez en chemin. Ouvrez grand les yeux et ne vous laissez pas leurrer par le petit hou. Ce ne sont pas des feuilles piquantes, mais des tiges écrasées qui supportent la fleur, le fruit jeune et quelques fruits de l'année passée. Ceux-là, vous ne pouvez pas les manquer. Sur le talus, sur le bord du chemin, fleurit la Véronique Petit Chêne. On la rencontre de la plaine jusqu'en montagne à 2000 mètres d'altitude. Elle est encore aujourd'hui utilisée en infusion pour son goût amer et ses vertus stimulantes. Elle entre également dans la fabrication du thé suisse. Il est impossible de confondre sa fleur avec celle du myosotis.
Les champignons, comme ce polypore écailleux, à chair blanche, ne suffisent pas à décomposer cette souche. Ils ont à tout prix besoin également des insectes qui veulent participer à la fête et attaquer le bois. Voilà justement une larve de coléoptère qui n'aurait pour rien au monde abandonné sa part. Je suis dans la filature de la Bataille, près du pont de la Bataille, que nous franchissons pour rejoindre un peu plus haut la voie ferrée. Cette filature en ruine a cessé son activité en 1957 à la suite d'un incendie. Et depuis, la nature a repris ses droits. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre randonnée. Nous avons même échappé à la pluie dans le courant de l'après-midi. Pour retrouver les voitures, ce n'est pas compliqué, il suffit de suivre cette voie ferrée désaffectée. C'était un faux départ. Regardez ce que je viens d'attraper. Une couleuvre à collier. Normalement, elle vit près de l'eau. Mais il faut croire que les fossés humides qui bordent la voie ferrée lui suffisent. C'est en plus un serpent très amusant parce que non seulement il ne mord pas quand on l'attrape, mais en plus il tombe dans les pommes. Regardez. Certains disent qu'elle mime la mort. Bon, c'est l'homme qui dit ça. Je vais la relâcher maintenant, vous allez voir. Bonjour, bienvenue sur l'île de Tatiou, 27 hectares de sable et de rochers qui se transforment en île pendant la marée haute et qui regardent le petit village de Saint-Vaast-de-la-Hougue juste en face. 27 hectares placés sous le signe de la défense pendant très longtemps, défense contre les envahisseurs, en l'occurrence nos voisins anglais, et défense contre la maladie. Aujourd'hui, même si le drôle de bateau qui nous transporte jusqu'ici ressemble à un monstre qui se moque des marées, je vous certifie qu'il n'est plus question que de défense du patrimoine
patrimoine historique et patrimoine naturel. Sur l'île de Tatiou, il n'y a pas de falaise, alors n'en cherchez pas. Il n'y a que des murs, des vieux murs, des murailles, des vieilles pierres témoins de notre histoire. Et vous le savez certainement, les pierres ont de la mémoire. Oui, effectivement. Et il y a 3 siècles ici, juste devant nous, on a assisté à la fin d'un accident maritime naval. C'était la bataille de la Hougue, donc une coalition anglo-hollandaise contre la marine royale. Et 8 navires de l'amiral Tourville ont péri ici, devant cette île. À cette époque, les bâtiments qu'on aperçoit, la tour juste derrière nous, n'existaient pas. Elle a été construite 2 ans après la bataille. Ça pour la première partie historique. Et l'autre partie, en fait, elle est dans ce qu'on appelle l'intramuros, qui est un ancien lazaret érigé en 1721 pour lutter contre l'épidémie de peste et de choléra. Et il a fonctionné pendant 1 siècle et demi. Donc c'était un lieu d'observation sanitaire et de quarantaine. Et après, donc dès 1888, c'est devenu un laboratoire de zoologie marine où les chercheurs ont fait un travail très important sur la connaissance du plancton, sur l'algologie. Ils ont fait tout l'inventaire de la flore marine de Tatiou. Et également, c'était la première pisciculture de turbo en France qui a eu lieu à Tatiou. Les dunes sont beaucoup plus fragiles que les murailles. Il faut donc les protéger, quelquefois il faut même les restaurer. Pour cela, on introduit l'Oya, cette grande et très belle graminée qui possède de longs rhizomes, qui joue le rôle de filet, en quelque sorte, ils retiennent le sable. Il faut savoir que la dune qui se trouve ici sur l'île de Tatiou n'a que 4 ans. Elle existait avant, mais le vent l'avait emportée. Là où nous sommes, nous ne risquons pas de déranger les oiseaux, mais nous allons interrompre Philippe dans ses observations. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on peut observer comme oiseau aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a un passage de migrateurs assez impressionnant, comme à chaque fois qu'il y a du vent de nord, et c'est ainsi qu'il faut toujours jouer avec les conditions météo ici, et aussi la marée, pour pouvoir, disons, intercepter ce passage d'oiseaux qui sera régulier, disons, du mois d'août jusqu'au mois de novembre. Le randonneur qui s'intéresse aux oiseaux a intérêt à emporter avec lui des jumelles parce que sinon l'observation est très très difficile en bord de mer. Les oiseaux sont craintifs. Sur cette crête rocheuse, il y a des oiseaux noirs, ce sont des cormorans. Et puis curieusement, ces cormorans qui sont des oiseaux de mer, mais qui rejoignent de temps en temps les hérons en eau douce, et bien là sont en compagnie de hérons qui ont fait le chemin inverse. Ce sont des hérons cendrés qui nous tournent le dos en ce moment. Il y a aussi juste sur le devant des tadornes qui se promènent, des tadornes de belon. Sur les rochers, plein de goélands. Ce sont des goélands argentés. Et juste à droite du premier rocher, il y a un oiseau qui se confond avec les rochers. C'est une barge, c'est la barge rousse. C'est une migratrice qui niche dans les zones subarctiques, dans les toundras, et elle suit au printemps les côtes de la mer du Nord. Là, des oiseaux beaucoup plus petits, ce sont des gravelots, ce sont en fait des grands gravelots. Ils sont en train de chercher leur nourriture dans la vase, ils se promènent, ils sont calmes, mais ils gardent quand même cette distance de sécurité qui leur permettra de fuir si j'approche. L'île de Tatiou n'est pas seulement un excellent observatoire pour les ornithologues, c'est une fenêtre d'angle qui ouvre sur le large et sur le littoral. Un endroit idéal pour les douaniers qui ont l'œil aussi exercé que celui du naturaliste. C'était une maison de douaniers. Nous allons rester avec eux pendant toute cette randonnée puisque nous allons emprunter leur sentier.
La tour de la Hougue sert de point de repère au GR européen qui part du Danemark et qui rejoint la pointe extrême de l'Andalousie, juste en face Tanger. Il emprunte quelquefois le sentier des douaniers que nous allons suivre, nous, jusqu'à l'île de Chauzet. Pas facile à récolter cette Christe marine. On l'appelle aussi Perce-Pierre. Elle appartient à la famille des carottes, c'est donc une ombellifère. Mais là, les fleurs sont jaunes. Les feuilles charnues récoltées juste avant la floraison, cuites dans l'eau, égouttées, on y ajoute un peu de sel, un peu de beurre, c'est délicieux. Cette prairie est l'ancien port de Barfleur, celui d'il y a presque 5 siècles. À l'époque, il était fréquenté par les Celtes, les Saxons, les Vikings. Au XVIe siècle, il a été détrôné par Cherbourg. Il est difficile de passer près du chou marin sans le voir. Il forme des touffes importantes. C'est bien un chou, donc il appartient à la famille des crucifères. À l'état jeune, il est comestible, mais je vous conseille de ne pas le cueillir, car si vous êtes pris, vous trouverez l'amande franchement indigeste. Il s'installe comme ici au sommet des plages ou sur les levées de galets, et c'est la mer qui lui apporte la nourriture dont il a besoin. Elle se compose de matière organique en décomposition. Nous sommes à l'Anse-du-Bric, à 62 mètres d'altitude. Ça décoiffe un peu. Cherbourg se trouve tout à fait dans le fond, là-bas. On aperçoit la rade. La pointe extrême, c'est le cap de la Hague. Et juste derrière, les îles anglo-normandes. Nous sommes bien entendu toujours sur le sentier des douaniers. Le rivage est un des lieux les plus importants de la planète. Les hommes, usés par la mer, en rêvent, ils fantasment à son sujet. C'est un lieu fragile, c'est un lieu de contact entre la terre et la mer. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Je vous assure qu'aujourd'hui, sur ce sentier des douaniers, je ressens en quelque sorte, encore maintenant, la dernière déflagration mondiale. L'onde de choc est énorme, elle vibre encore sous mes pieds, elle vibre encore dans l'air. C'est pourquoi je suis très heureux de me promener en votre compagnie sur la côte normande en toute liberté. Nous avons tous rencontré dans nos balades des bouts du monde. Il faut bien reconnaître que le phare de Goury, à la pointe de la Hague, point extrême du Cotentin, est vraiment le bout du monde.
À ce stade de notre randonnée, je vous propose de nous arrêter, non pas seulement pour nous reposer, mais pour nous imprégner. Nous sommes sur un fil, en limite de 2 mondes. Le chemin des douaniers épouse en effet très fidèlement le contour du littoral. Dans ce décor, qui est en perpétuel mouvement, aussi bien d'un côté que de l'autre, la nature investit tout ce qu'elle possède. Ses formes, ses couleurs, ses odeurs, ses énergies, le vent, la houle, la marée, les nuages qui circulent au-dessus de notre tête, qui charrient des dizaines, des centaines, des milliers de tonnes d'eau, semblent pourtant légers comme un tampon de Watt. Nous sommes tout petits, nous sommes rikiki à côté de la nature. Notre ingéniosité, notre créativité ne lui arrive pas à la cheville. Et pourtant, notre intelligence nous permet de comprendre ce qu'elle ne connaît pas. Les orobanches sont des plantes parasites qui se fixent sur les racines d'autres plantes. Du coup, elles ne développent pas de chlorophylle. Et la plante qui est parasitée, c'est le panicaut, le chardon bleu, qui a des racines très profondes. Elles descendent à 3 mètres de profondeur. Du coup, c'est une plante très utile, donc protégée. Elle fixe le sable. Il y a tout autour une mousse, ici bien verte. On l'appelle la barbule. Elle est verte parce qu'elle est mouillée, il a plu dessus, un petit peu plus loin, dans un endroit plus à l'abri, au vent. Elle est sèche, elle craque sous les doigts. Mais il suffit d'y mettre un petit peu d'eau pour la voir verdir en quelques secondes. Ce qui fait entre autres la richesse du littoral normand, c'est la variété de ces paysages, des paysages qui se forment et se déforment au fil du temps. Je pense que ce n'est pas toi qui vas me contredire, Charles. Ici, nous sommes dans un havre. Le département de la Manche, en fait, possède des estuaires bien particuliers en France. Si on peut le constater ici, on voit une toute petite rivière, complètement sans commune mesure avec l'estuaire dans lequel elle se jette. À savoir que cette rivière a un estuaire au bas mot d'environ 600 hectares. Alors il est évident que ce n'est pas la rivière qui a creusé cet estuaire, mais cette rivière a quand même permis, avec sa force, de casser le cordon dunaire pour permettre l'évacuation de l'eau vers la mer. Alors le Havre, c'est un espace qui change continuellement. Alors par les marées qui rentrent et qui descendent, mais également au niveau de la morphologie, parce que les courants ici, dominants étant de nord-ouest, ils poussent le sable tout le long du littoral et forment une flèche littorale ici qui a tendance à s'enfoncer, donc à partir vers l'ouest. Alors de ce fait, les rivières ici sont déportées en fait, pour ressortir de plus en plus vers l'ouest également. Et lorsque la mer va s'engouffrer dans le Havre, elle va commencer par suivre ses chenaux. Elle va, avec ce cheminement-là, taper presque de plein fouet les cordons dunaires qui sont ici. Ce qui fait qu'il y a une forte érosion dans cette région-là. Et les cordons dunaires, lorsqu'ils ont balayé, permettront à la mer de passer dans ces zones, dans ce parcellaire, parce qu'en fait, beaucoup de ces parcelles sont en dessous du niveau de la mer. Et ça, c'est bien embêtant au niveau du maraîchage de Créance, parce que c'est quand même la principale activité de la commune.
Je suis dans l'archipel de Chauzet, quartier maritime de la ville de Granville, un archipel de 52 îlots en marée haute, et la légende prétend même qu'il y en a 365 en marée basse. Ce sont tous des îlots de granit que l'on retrouve dans les quais de Londres, dans les remparts de Saint-Malo, du Mont-Saint-Michel et de Granville, bien entendu, mais on peut les retrouver aussi jusque dans les rues de Paris. Nous allons nous quitter et pourtant nous ne sommes pas arrivés au bout du sentier des douaniers. Il nous arrive de Belgique par les côtes de la mer du Nord, il flirte avec la Manche, avec l'océan Atlantique, il traverse les Pyrénées, suit les côtes d'Espagne, du Portugal, retrouve l'Espagne et salue au passage les côtes d'Afrique du Nord, pour revenir finalement chez nous en longeant la Méditerranée et disparaître en Italie. Des milliers de kilomètres de sentiers des douaniers sont à votre disposition, de quoi vous aiguiser les mollets et la curiosité. Alors, bonne balade. L'Île-Mer est un curieux petit village. Il me fait penser à un bateau. Sa coque est en bon état, la voilure est toute dehors, le vent est généreux et pourtant il ne bouge pas. Il est posé sur le sable, il manque l'essentiel, la mer. L'Île-Mer, le petit village de pêcheurs, en Ille-et-Vilaine, dans la baie du Mont-Saint-Michel, a perdu sa mer. Et pourtant, en l'an 800, c'était une île. Aujourd'hui, c'est une colline. Les pêcheurs sont devenus cultivateurs. Alors je vous propose, dans cette randonnée, dans le nord de la Bretagne, de passer d'une île qui n'en est plus une aujourd'hui pour en rejoindre une autre, qui n'en est plus une non plus, le Mont-Saint-Michel. Jean-Louis, Oui. Cet endroit, cette tourbière était autrefois inondée par la mer. Elle était totalement inondée. Et c'est vrai que l'évolution agricole aidant, ils ont considéré que c'était une zone qui aurait pu être utile au niveau de l'agriculture. Et donc il y a eu des tentatives d'assèchement, puisque actuellement cette zone est soumise à un assèchement depuis le marais de Dole, depuis Dole, puisque c'est l'ensemble du marais de Dole ici. Mais l'eau est très proche du sol actuellement, et c'est ici la zone la plus humide, la plus basse actuellement au niveau du marais, ce qu'on appelle la mare de Saint-Goulban. Et c'est une vaste prairie. Et c'est une vaste prairie, et disons qu'aujourd'hui nous sommes investis, nous, dans la protection de cette zone, car c'est vrai que les zones humides sont extrêmement sensibles, et nous avons en propriété avec la Fondation nationale un peu plus de 200 hectares ici, et que nous souhaitons remettre en valeur dans l'intérêt de la faune et dans l'intérêt écologique. Et vous constatez donc que ça fonctionne. Ça fonctionne
Pas encore parfaitement, parce qu'effectivement, nous sommes en pleine action pour remettre en valeur ce marais, mais l'objectif que nous menons est bien celui-là, et je crois que dans un avenir plus proche, disons qu'on arrivera à la fin de notre action. En tout cas, ça me paraît bien parti. Tout à l'heure, j'ai vu une aigrette garzette. C'est vrai, c'est vrai. Nous sortons maintenant de la tourbière. Pourtant, elle fait 800 hectares. La tourbe, ce sont des débris de végétaux, ici surtout des graminées, qui se décomposent doucement et ça donne cette terre très très sombre. Mais sous cette tourbe, qui peut atteindre quelquefois 3 mètres d'épaisseur, il y a des vases marines, il y a ce qu'on appelle la tangue salée. Seulement voilà, en période de sécheresse, l'eau salée remonte vers la surface et empoisonne les arbres. Nous ne sommes plus sur de la tourbe, puisque nous marchons sur le fond de la mer. Ce sol très clair, c'est de la vase marine, c'est de la tangue salée. Mais depuis le temps, grâce aux précipitations, le sol a été lessivé, le sel est parti, ce qui le rend cultivable. L'amplitude des marées, la vitesse des courants, 1 mètre par seconde, représentent les deux phénomènes extraordinaires de la baie. Donc la mer se retire, mais on connaît aujourd'hui parfaitement le processus. Il a même d'ailleurs été immortalisé par une légende inspirée par un texte de Victor Hugo, dans lequel il compare la vitesse de la marée montante à celle d'un cheval au galop. 2 fois par jour, il entre et il ressort 100 millions de mètres cubes d'eau. Le reflux est beaucoup moins puissant que le flux. Du coup, il abandonne dans son dos des masses énormes de sédiments piégés par la végétation, recouvertes par la marée haute. Ces sédiments représentent 1 million de mètres cubes qui, répartis à la surface de la baie, produit un surélèvement de 3 mm par année. Et le phénomène s'est accéléré depuis que les hommes ont décidé de contenir à distance la mer en construisant des digues, comme ici la digue Sainte-Anne. Bonjour Michel, ça va? Bonjour Michel, bonjour. En forme? Pleine forme, Moi, impeccable. je vais rejoindre les bouchots, Oui, les moules. les moules. Et donc, je vais prendre le bateau. Oui. Il part d'où? Alors le bateau part, tous les bateaux partent en fait depuis le port du Vivier et rejoignent donc les Bouchots dans cette direction-là, quoi, près de ce chemin qui est à côté là. Et à quel moment ils partent, les bateaux? À quel niveau de marée? Alors les bateaux partent toujours à environ 2 heures avant la basse mer, puisque ce sont des bateaux qui ont la possibilité de rouler, chose assez insolite. Ouais. Et donc ils vont regagner les Bouchots, qui se situent donc à 7 km, à peu près 2 heures donc avant la basse mer, quoi. Alors ensuite, je pars du gisement des moules de Bouchot pour aller sur les bancs d'Hermel. Alors forcément, là, je vais y aller à pied, à travers la baie. Qu'est-ce que je risque? Vous risquez beaucoup si vous ne prenez pas de précautions. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il faut se méfier de la mer, quoi. La mer est toujours très dangereuse. Il y a des marées importantes qui génèrent une montée des flots très rapide. Et puis, en fait, le terrain n'est pas plat. Et loin s'en faut. Il y a un certain relief qui peut, quelque part, constituer un piège. Puis, à côté de cela, il y a quand même des vases molles, un sable mouvant dans lequel on peut s'enliser. Donc, toujours des précautions à prendre. Il faut savoir lire le paysage également, quoi. En fait, c'est pas simple du tout.
Tous les jours, vous emmenez des gens se promener dans la baie. Ah oui, tous les jours, on emmène des gens à la baie, oui. Vous les ramenez? Généralement, oui. Au revoir. Au revoir, Michel. Patrice, pour élever des moules de bouchot, il faut déjà commencer par enfoncer des pieux. Oui. Des pieux de chêne. Et Oui. pourquoi? C'est la particularité des moules de bouchot? Oui, parce que tout se fait sur le pieu de chêne. Et bon, ben, on fait un trou avec une lance pour dégager le sable. Et après, on met notre pieu. Il en sort un peu plus de 2 mètres. Un peu plus de 2 mètres. Le plus bas, 2,80 m. Et à terre, 2 mètres, 2,20 m. En principe, les bons pieux font 7 ans, tous les 7 ans. Mais bon, en moyenne, il faut compter 4-5 ans. Alors, vous savez, vous repérez dans cette forêt? Ah oui, disons, c'est une question d'habitude. Et bon, au départ, on nous montre où c'est. Et c'est comme pour un champ, quoi. On vous dit votre champ est là, donc vous allez tous les jours au même endroit. Comment viennent les moules? Elles viennent pas toutes seules Ah ben par non. l'action du Saint-Esprit? Non. Là, bon, c'est la période où on met des cordes en captage en Charente-Maritime pour capter le naissain de moule, quoi, tout petit. Et on va ramener ça au mois de mai, juin, juillet, août. Et quand elles deviennent assez grosses, comme ça, les cordes, quoi, on les tourne autour du pieu et on les croche avec des pointes. Tout simplement. Tout simplement. C'est la période où on met notre filet pour garder les moules sur les pieux. Parce que ça pousse, et puis à force de pousser, ça se détache. Donc s'il fait mauvais, ben, ça s'en va. On commence la saison en juillet. Donc les moules, elles ont 12 mois, 16 mois. 16 mois. Elles commencent à être bonnes. Ça veut dire quoi, bouchot? Alors bouchot, c'est un mot qui signifie une ligne de 100 mètres où il y a 110 pieux de plantés. Et on appelle un bouchot. Ça, c'est un bouchot. Voilà, ça c'est un bouchot. Il y en a combien de kilomètres de bouchot au total dans la baie du Mont-Saint-Michel? 210 km. Alors vous utilisez un drôle d'engin quand même, là. C'est un peu un monstre. Mm. C'est un bateau sur roue. Oui, c'est un bateau amphibie, quoi. Ce paysage
me rappelle le désert de sable, l'Ergue, avec ses dunes. Le bourdonnement n'est pas dû aux milliards de grains de sable qui roulent au pied de la dune sous l'effet du vent et de la gravité. On l'appelle d'ailleurs là-bas, ce bourdonnement, le tambour des sables. Ici, c'est la mer et les rouleaux d'ailleurs qui se rapprochent de nous puisque la marée est montante. C'est cette mer qui produit ce fond sonore. Donc ce n'est pas le vent qui a déposé cette dune, ce n'est pas lui qui a dessiné ces rides. C'est précisément la mer, le flux et le reflux, ainsi que les courants. Figurez-vous qu'à cet endroit, quand la mer sera haute, il y aura plus de 7 mètres d'eau au-dessus du sable. Vous avez choisi le mauvais côté, vous êtes dans le piège. Alors avant que la mer ne vous rejoigne, je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la palissade et François nous explique comment ça fonctionne. Alors il s'agit bien d'un piège, mais Oui. celui-là est très ancien. Oui, ces engins de pêche qu'on appelle des pêcheries existent en baie du Mont-Saint-Michel depuis le Moyen-Âge et leur style de construction n'a en fait presque pas évolué depuis cette époque. Il s'agit d'un V dont la pointe est dirigée vers le large et chaque aile mesure approximativement une centaine de mètres de long. À marée haute, le poisson vient sur les vasières pour se nourrir. Et lors de la marée descendante, les poissons vont donc se trouver piégés à l'intérieur de ce V et vont ainsi progressivement arriver au niveau de la nasse où ils vont être pris. Et la personne qui exploite la pêcherie va venir au moment de la marée descendante récupérer les poissons qui ont donc été piégés, puis va les récolter et les trier sur cette table. Et relâche les petits. Les petits sont relâchés, tous ceux qui ne font pas la taille marchande. À ce stade de notre balade, pour découvrir le paysage, il ne faut pas se dresser sur la pointe des pieds, mais au contraire se baisser. De cette façon, le relief apparaît. Mais c'est aussi l'occasion de s'incliner respectueusement devant des millions et des millions de petites bêtes qui, pour survivre, ont façonné ce décor. C'est un peu comme les mineurs de fond qui ont fait naître des montagnes dans des paysages rigoureusement plats. On les appelle les terris. Savez-vous comment s'appelle cet endroit? Le Crassier. Ça ne vous rappelle rien? En réalité, nous sommes en présence d'un platier construit par des petits vers qui logent à l'intérieur de tubes. Alors François, quand on y regarde de près, tout ça c'est inerte et pourtant c'est vivant. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, au départ, on a des larves de ce ver qui vont se fixer sur un support dur, en règle générale une coquille d'huître. Et progressivement, ces individus vont élaborer un tube en sable coquillé. Et les autres individus vont venir se fixer côte à côte, un esprit de grégarité au niveau de l'espèce. Et progressivement, on va avoir formation de ces structures récifales au cours des années.
Je suis sur du sable, une île de sable coquillé, une île énorme et très très lourde puisqu'elle s'enfonce dans le sol, elle s'enfonce dans la vase et fait remonter les couches les plus profondes vers la surface. Il se forme alors une croûte que la tempête emmène quelquefois, que le flux et le reflux roulent et transforment en galets. En fait, ce ne sont pas des galets puisque je peux les découper en tranches, comme c'est le cas ici dans ma main, et l'observation de chacune de ces tranches, qui correspond en fait à une strate bien précise, à une année, à une époque, eh bien, donne des indications sur le temps. Par exemple, ici, sur cette couche, il y a un dépôt de petits débris de coquillages, de sable. C'est un signe de tempête. Allez, je referme le livre. En vous approchant un peu, vous pourrez constater quelque chose de curieux. Certains coquillages, parmi ces bivalves, sont percés. Un petit trou, bien rond, très net. C'est le tueur qui a frappé. C'est le perceur. Il a, avec sa langue, percé un trou à travers la coquille. Une langue rugueuse pour le moins. Ensuite, quand le trou est fait, il injecte un produit digestif. Quand la digestion est terminée, autrement dit quand la chair du coquillage s'est ramollie, lorsqu'elle peut passer à travers le petit trou, il aspire avec une trompe, comme nous le faisons nous avec une paille. Et ce coquillage appartient à la famille des murex. Nous avons beaucoup de chance parce que les aigrettes viennent de plus en plus nombreuses nous rendre visite. Elles habitent la France maintenant, elles se répandent un peu partout, elles sont moins chassées. Derrière un petit cordon de sable, une flaque d'eau, une grande flaque d'eau avec dessus des tas d'ornes de belons. Ce sont de très beaux oiseaux au plumage multicolore. Ils ressemblent à de petites oies. On reconnaît le mâle parce qu'il a au-dessus du bec, très rouge, une sorte de tubercule. Le bec de la femelle est plus pâle. On les appelle canards lapins parce qu'ils font leur nid dans le fond des terriers de lapins de Garenne, qu'ils chassent d'ailleurs. Ils les font partir, ils les expulsent. Oh, cet envol est très très beau. C'est splendide. Viens! Belle! Bella! Whisky! Viens là! Bah dites donc, vous êtes à l'air là, hein? Ouais, ça va. Comment il s'appelle? Yuki. Alors toute l'année, vous venez là, avec les Ah oui, brebis. l'été, l'hiver, tout. Mais alors l'hiver, quand il y a des grands mouvements de Et marée, quand il y a les marées, ben, on les garde à la maison. Ils viennent pas là. Ils viennent pas les revues. parce que la mer vient jusqu'ici alors, Oui, oui. contre la digue. Et comme l'a dit, là. Vous voyez tout comme ça. Dites, regardez les brebis, vous avez vu ce qu'elles font là? Ouais. C'est par là que se trouve le chemin du retour. Ah oui, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Je vous laisse les rejoindre. Ouais, ouais. Au revoir. Au revoir, merci. D'accord, bien. Notre randonnée s'achève. Vous avez pu constater qu'il était possible de traverser la baie du Mont-Saint-Michel sans danger, à condition de respecter les règles de sécurité et d'être accompagné. Pour rejoindre le mont, ce n'est pas compliqué. Il est là-bas. Il suffit de longer la digue, de ne jamais s'en écarter, surtout par temps de brouillard. Pour le reste, ce n'est pas compliqué. Je vous laisse faire. Bonne balade.